Voici la troisième capsule sur la partie 7, la respiration cellulaire. Alors précédemment, on a terminé dans vos notes de cours à la page 3 avec le cycle de l'acide citrique. Et maintenant, on va faire les pages dans votre volume de 193 à 198. On va parler de la phosphorylation oxydative qui inclut dans le fond une chaîne de transport des électrons. Alors, c'est vraiment la dernière étape de notre respiration cellulaire. On est ici. Nous avons vu jusqu'à maintenant la glycolyse qui nous a permis à partir du glucose de créer du pyruvate. Le pyruvate a ensuite été transformé en acétyl-CoA qu'on a intégré dans un cycle qui nous a permis de fabriquer beaucoup de navettes. Précédemment, la glycolyse nous avait permis aussi de fabriquer des navettes qui transportaient des électrons riches en énergie. Et on avait aussi réussi quand même à fabriquer quelques molécules d'ATP par la phosphorylation au niveau du substrat. Les fameuses navettes qui transportent des électrons très énergétiques vont atteindre leur destination finale en se rendant dans la dernière étape de notre respiration cellulaire, c'est-à-dire la phosphorylation oxydative. Et on voit que la quantité d'ATP qui va être produite va être vraiment plus grande que dans les étapes précédentes. La majorité de notre ATP est fabriquée par cette étape-là grâce aux navettes qui transportent les électrons. Et on va parler de phosphorylation oxydative parce que cet ATP-là, c'est la résultante dans le fond, de l'oxydation au départ de notre glucose qui s'est fait arracher des électrons. Vous avez à la page 3 dans le texte quand même un bon résumé, là. Ça fait vraiment le tour de ce qu'est la phosphorylation oxydative. Les navettes, on vient de l'expliquer, issues des deux autres étapes, vont déposer leurs électrons dans la chaîne de transport. Et l'important aussi, c'est de situer cette chaîne de transport-là dans notre mitochondrie. C'est bien important pour comprendre qu'est-ce qui va se passer par la suite. On regarde ici membrane mitochondriale externe, qui devrait être ici à peu près. On a un espace, on va l'appeler l'espace intermembranaire, puisque on est dans la partie orange, on va ensuite rencontrer la membrane interne. Et ensuite, on a le centre de notre mitochondrie, la matrice mitochondriale. Cette membrane interne, c'est à l'intérieur de cette membrane-là que se trouvent plusieurs protéines de transport qu'on voit ici, qui constituent notre chaîne de transport des électrons. La phosphorylation oxydative, elle comprend notre chaîne de transport d'électrons et elle comprend ce qu'on va appeler la chimie-osmose et qu'on va décrire tout à l'heure. Donc, très important de bien situer votre chaîne de transport des électrons. Et ces protéines-là, elles portent des noms. On a le complexe 1, le complexe 2, le Q, le complexe 3, le cytochrome C et le complexe 4. La protéine Q et le cytochrome C, eux, sont mobiles et peuvent se déplacer entre les protéines de transport qui sont fixes. Vous avez aussi cette figure-ci, à la page 194. Cette figure-là, elle est plus détaillée. On voit que c'est vraiment des complexes de protéines, qu'à l'intérieur même du complexe 1, il y a d'autres protéines, mais je ne vous demande pas d'apprendre cette figure-là. Vous pouvez quand même la visualiser parce qu'on voit quand même les électrons se promener à travers la chaîne. Nous, on va vraiment travailler avec cette figure-là. Nos fameuses navettes. Les fameuses navettes qui vont être dans la mitochondrie
vont aller déposer leurs électrons au complexe 1. Il y a seulement les navettes NADH plus H+, qui vont être accueillies par le complexe 1. Les navettes FADH2, qui, si vous vous rappelez bien, sont produites uniquement dans le cycle de l'acide citrique, ici, ces navettes-là vont être uniquement accueillies par le complexe 2. Les électrons quittent la navette puisque le complexe 1 est électronégatif et les attire. Quand les électrons vont arriver dans le complexe 1, ça va les calmer. Il va donc avoir une légère perte d'énergie et cette énergie-là, elle va servir à pomper des H+ dans l'espace intermembranaire. Ça veut dire que ma protéine de transport, elle peut uniquement prendre des H+ qui sont ici, les envoyer dans l'espace intermembranaire lorsque des électrons sont accueillis. Les électrons sont attirés par tout ce qui est plus électronégatif, vont donc être transportés par le Q jusqu'au complexe 3. Quand les électrons arrivent au complexe 3, leur niveau d'énergie baisse. Cette perte d'énergie-là, elle est utilisée pour pomper, encore une fois, des H+. Le même phénomène se produit. Les électrons s'en vont dans le cytochrome C, ils sont accueillis par le complexe 4, perte d'énergie permettant dans le fond, le transport d'ions H+. Et ces électrons-là vont enfin pouvoir aller rencontrer l'oxygène, se lier à des ions H+, pour finalement former de l'eau. Ce qui veut dire qu'au bout de notre chaîne de transport d'électrons, l'oxygène va attirer ces électrons-là. Alors, c'est toutes ces étapes-là qui permettent aux électrons de perdre de l'énergie tranquillement, pas vite, énergie qu'on utilise pour pomper des H+ par les 3 complexes ici. Et donc, ça nous évite une explosion lorsque l'oxygène et les électrons et les hydrogènes se rencontrent. Alors, l'eau, dans notre formule de respiration cellulaire, elle est vraiment formée à cette étape-là. Là où est-ce que c'est super intelligent, l'énergie, donc la perte d'énergie, va avoir permis de créer un gradient de H+. Vous allez vous ramasser avec beaucoup de H+ ici, beaucoup plus que de l'autre côté. Et si on se fait au gradient de concentration, bien les H+, eux, veulent, dans le fond, traverser et retourner dans l'espace, dans la matrice mitochondriale. Sauf que des H+, c'est chargé et ça ne peut pas traverser par diffusion simple, si vous vous rappelez bien. Ces H+-là vont être obligés de traverser par la seule porte possible et cette porte-là, elle s'appelle l'ATP synthase. Quand les H+ vont traverser, ils vont permettre la liaison de l'ADP avec les groupements phosphates pour former de l'ATP. Le processus qu'on va observer ici s'appelle la chimie-osmose. Pour expliquer plus en détail la chimie-osmose, on est à la page 4 de vos notes, puis on a une image de l'ATP synthase à la page 195. Ça, c'est quand même une découverte récente. La figure que vous voyez là, ça a pris des microscopes électroniques assez puissants pour aller voir la constitution de l'ATP synthase et bien comprendre son fonctionnement. On parle de stator, de rotor, ce que vous voyez là. L'idée, c'est de comprendre que quand les H+ se lient à la protéine de transport, vont permettre de faire actionner ici la tête catalytique qui va permettre la liaison d'un groupement phosphate et de l'ADP.
C'est vraiment le mouvement des H+, qui permet cette liaison-là, donc qui permet la création de molécules d'ATP. Le gradient de H+ qui est créé et donc qui actionne le rotor, c'est la force proton-motrice. Et l'ensemble de l'œuvre s'appelle la chimie-osmose. Je vous invite à prendre le temps de bien lire et de comprendre. Je ne vous demanderai pas le détail du fonctionnement de l'ATP synthase. C'est vraiment plus globalement le gradient de H+, qui va permettre la liaison de l'ADP et des groupements phosphates. Je vais juste revenir à la diapo suivante pour être sûr qu'on comprend bien que les navettes déposent les fameux électrons qui ont été arrachés dans les étapes précédentes. Ces électrons-là, en perdant de l'énergie, en voyageant d'un complexe à l'autre, permettent le pompage des ions H+. Ça crée un gradient de H+, qu'on utilise ensuite pour faire fonctionner notre ATP synthase qui va permettre la création d'une énorme quantité de molécules d'ATP. La révision, on va la faire dans une autre capsule. Alors, prenez le temps peut-être de revoir certains éléments, puis on se retrouve pour